Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! Ce soir à l'émission, je commente le dossier d'un éventuel match de la NFL à Montréal, déclaration rapportée par BPM. Je vous propose quelques joueurs à aller chercher justement après de nombreuses blessures à des joueurs en vedette comme Christian McCaffrey, Puka Nacua, Cooper Kupp. Il faut les remplacer. Quelles sont les solutions de rechange? Et je reviens avec mes coups de cœur de la fin de semaine, même que je m'avance avec un des joueurs qui est déjà en avance pour le prix de MVP de l'année 2024. Tout ça à l'émission Fanball cette semaine. Bon, je voulais commencer l'émission en vous parlant de l'information rapportée par BPM Sport, comme quoi que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a mentionné qu'elle souhaitait, qu'elle était en discussion avec la NFL pour essayer d'avoir un match à Montréal de la NFL la saison prochaine. C'est rien de nouveau, hein. Je sais que ça fait un peu la manchette chez nos amis de BPM Sport. C'est une information que j'avais moi-même travaillé sur le sujet il y a plus d'un an avec ma collègue Samsara Rainville, alors que le Stade olympique avait décidé de refaire sa surface gazonnée pour avoir des événements d'envergure. L'un des événements d'envergure qu'on souhaitait attirer ici même à Montréal, c'était la NFL, un match de pré-saison, mais même des matchs de saison régulière qu'on souhaitait avoir. D'ailleurs, j'avais eu une discussion avec le VP exécutif du Parc olympique, Alain Larochelle, qui m'avait confirmé comme quoi que le Parc olympique avait bel et bien déposé une candidature officielle pour recevoir ces fameux matchs internationaux que l'on souhaite instaurer dans la NFL. On sait qu'on est allé au Brésil en début de saison cette année. On va en Allemagne, on va à Londres. Et là, on voulait aller à Montréal. Et il m'avait expliqué que, selon lui, la candidature de Montréal sortait du lot pour une candidature canadienne. Je lui avais alors relancé en disant, d'après moi, c'est sûr que c'est Toronto s'il y a un match. Et il était même prêt à dire que Montréal allait recevoir un match avant Toronto pour la simple et bonne raison que Toronto est dans le marché de Buffalo. Fait que pour lui, Montréal est en compétition contre Vancouver et non contre Toronto pour accueillir ce match de la NFL. Donc, il n'y a pas rien de nouveau. L'aspect qui est un peu plus... qui est un peu différent, c'est que la demande passe par le gouvernement du Québec cette fois-ci et non par le Parc olympique. Mais je pense que c'est mission impossible pour le gouvernement du Québec parce qu'on n'a pas les installations. On doit avoir un stade. On ne peut pas faire ça dans un stade de 10 000 places. On ne peut pas jouer dans un stade de 20 000 places comme au stade de Percival Molson, par exemple. Donc, ça devient extrêmement compliqué pour la candidature de Montréal. Je comprends que le gouvernement du Québec est en discussion. Il l'était d'ailleurs il y a plus d'un an parce que le Parc olympique m'avait confirmé que le Parc olympique avait des discussions avec la NFL, donc assurément que le gouvernement du Québec était au courant de ce dossier. L'autre point que je veux ajouter, il m'avait même mentionné que il allait avoir la réponse pour cette année pour savoir s'il y avait un match à Montréal pour le calendrier 2024. Finalement, on connaît le dossier, inspection, il faut changer la toile, il faut changer le toit, structure, etc. Donc, je ne sais pas si, par exemple, cette information-là a fait en sorte que la candidature a été rejetée ou la candidature a été rejetée, donc on a décidé de faire les travaux. Donc, vous comprenez un peu ce cercle vicieux, mais assurément, le Stade olympique était intéressé d'attirer des spectacles de musique à la AC/DC, Metallica, mais était intéressé aussi à présenter des matchs sportifs comme la NFL. Aller chercher d'aller peut-être un match international, un des matchs internationaux, je veux dire, pour Montréal. Donc, c'est rien de nouveau pour les informations de nos collègues chez BPM Sport. Le seul point qui est différent, c'est que la demande a été confirmée cette fois-ci par la ministre du Tourisme, donc Caroline Proulx. Donc, c'est le petit élément qui a changé. Mais lorsque j'ai vu la nouvelle, j'ai pas capoté. Je pense que c'est normal que le gouvernement est en discussion, est ouvert à accueillir un match d'envergure comme ça. Mais je pense que la NFL, on n'a pas une candidature assez solide pour l'instant. Une fois que les travaux seront effectués, peut-être que la candidature
sera réévalué et Montréal aura une réelle chance. Mais pour l'instant, on n'organisera pas un match, malheureusement, là, de la NFL à Terrebonne ou à la Prairie. C'est Montréal qu'on veut. Et pour que ce soit Montréal, il faut avoir une infrastructure adéquate. Donc voilà, c'est ça que je voulais commencer l'émission avec cette nouvelle qui est sortie là, dans les dernières heures. Donc c'était ma petite parenthèse à ce sujet. Bon, revenons sur la blessure de Tua jeudi des Dolphins contre les Bills. C'était un match qui était presque à sens unique pour Buffalo. Et là, il y a eu le fameux moment entre Tua et Damar Hamlin où Tua a malheureusement eu une autre commotion cérébrale. C'est impossible de pratiquer un sport haut niveau de contact et ne pas avoir de commotion cérébrale. Je commence en disant ça. Il y en a beaucoup qui ont joué au hockey. Si tu joues au hockey professionnel, ça veut dire que tu as joué au hockey pendant 20 ans. Les chances que tu as déjà eu une commotion cérébrale sont grandes. Le problème, c'est que Tua a de nombreuses commotions cérébrales majeures en peu de temps. Et moi, mon conseil, pour lui, ce serait simplement d'arrêter, de prendre sa retraite. Il vient de signer un gros contrat. Je ne sais pas au niveau des clauses, qu'est-ce qu'il pourrait bénéficier. Assurément que les Dolphins auraient une pénalité là, dans le sens qu'ils auraient du dead money là, pour les prochaines années, là, de l'argent qu'ils ne peuvent pas utiliser en raison du contrat. Oui, ça pénaliserait Miami, mais pour la santé de Tua, il devrait arrêter. Je connais plusieurs personnes qui ont eu des nombreuses commotions cérébrales, pas aussi sévères que celles que Tua a eues, et qui ont eu un parcours peut-être un peu plus court, pas nécessairement par choix, là. Peut-être qu'il manquait un peu de talent à un certain moment, ont eu des blessures autres qui ont fait que ça ralentit le développement, mais qu'à ce jour, ils ont mi-trentaine et ont mal à la tête, là. Ont des maux de tête qui arrivent comme ça. Je comprends que c'est difficile parce que depuis qu'il a l'âge de 5 ans qu'il veut jouer dans la NFL, je comprends que quand tu es un sportif, puis même moi, j'ai joué junior au hockey, puis j'aurais aimé ça continuer à jouer au hockey. Tu veux jamais arrêter. Une fois que tu es dedans, tu as tellement de plaisir, tu veux jamais arrêter. Mais être un membre de son entourage, là, j'aurais une sérieuse discussion avec pour lui dire « Arrête, là. Ton avenir est assuré, tu as déjà signé des contrats, tu as vu c'est quoi les conséquences. Tu vas jouer quoi, 3 ans de plus peut-être? Tu vas te reblesser, maximum 3 ans. C'est une moyenne d'une commotion par année. Donc, si tout va bien, c'est dans 3 ans, sa prochaine. Et c'est fini par la suite, là. Il va avoir des maux de tête pour le restant de sa vie. Se lever à tous les jours avec des migraines. C'est l'enfer. Donc, il doit arrêter. Je pense que ça devrait être malheureusement un membre de son entourage, son agent. Je sais qu'il y a de l'argent au bout de la ligne, puis c'est ça qui fait qu'en sorte que les gens veulent retourner. Mais là, il a signé son contrat, là. Je suis convaincu qu'il y a une clause qui est capable de récupérer une partie, pas les 55 millions de dollars pour les 4 prochaines années, mais il doit être capable de, même si au lieu d'avoir 200 millions de dollars, là, il réussit à s'en tirer pour 20 millions, plus son contrat recru, il doit avoir 40 millions de côté. Il est correct, là. Il est correct, c'est sa santé qui doit prendre les devants maintenant, sa priorité. Il y a des enfants en bas âge. Ça devrait être ça le message d'un membre de son entourage à Tua. Je pense que ça serait la meilleure décision possible pour le corps arrière. Et là, par la suite, pour les Dolphins, on voit que Justin Fields et les Steelers, c'est pas incroyable comme chimie, mais ça fonctionne. Ils ont remporté leur match contre les Broncos en fin de semaine, ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être un Russell Wilson de disponible dans 2-3 semaines après sa blessure. Russell Wilson, à ce stade-ci de sa carrière, ressemble à un Tua, va s'assurer d'avoir les petites passes, être assez intelligent pour mener l'attaque de McDaniels. Donc, ça pourrait être une alternative pour
les Dolphins et je ne suis pas sûr que les Steelers demanderaient la lune justement pour laisser partir Russell Wilson. Donc ça pourrait être un avantage gagnant-gagnant pour les deux équipes. On irait chercher un choix de repêchage, un choix de deuxième peut-être pour Russell Wilson pour la dernière année, surtout que dans son contrat, il a un contrat d'1 million de dollars, là, le minimum pour un joueur vétéran, parce qu'il reçoit la balance, là, près de 40 millions par les Broncos de Denver. Donc, je pense que ça serait le choix logique pour les Dolphins, le choix logique pour la carrière et la santé de Tua, et le choix logique pour les Steelers de Pittsburgh. Bon, revenons sur les matchs en fin de semaine. C'est troisième partie là, de ce petit balado. On a parlé principalement là, de la déclaration de BPM Sport, la santé de Tua. Revenons maintenant sur l'actualité de la NFL. On a eu un bon week-end. Il y a eu des matchs plus intéressants que d'autres matchs un peu plus en longueur. Mais dont le match du dimanche soir là, entre Chicago et Houston, c'était pas le match le plus spectaculaire. Par contre, pas de panique là, pour les partisans des Bears de Chicago. On s'attendait à une défaite. Oui, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de jeu spectaculaire avec notre attaque, avec Caleb Williams, mais il n'y a pas de panique pour Chicago. Caleb Williams a du talent. Il va s'habituer au rythme de la NFL, s'habituer à ses coéquipiers. La chimie n'est pas tout à fait là. Oui, il n'y a pas de passe de toucher après 2 matchs. Oui, il y a eu 8 sacs du corps après 2 matchs. Mais il n'y a pas de panique. Ce gars-là va avoir du succès dans la NFL. Est-ce que sur l'échelle Patrick Mahomes à Daniel Jones, il va être plus proche du Patrick Mahomes que Daniel Jones? Assurément, même s'il a connu 2 matchs, rien d'exceptionnel de son côté. Il a seulement essayé de faire le boulot. Donc, il n'y a pas de panique à avoir à Chicago. On a un bon joueur entre les mains. Les autres performances que je voulais vous souligner, Chargers de Los Angeles qui commence l'année là, avec une deuxième victoire là, contre les Panthers de la Caroline cette fois-ci. 26-3, c'est pas le match, l'adversaire le plus redoutable, mais on a quand même réussi à implanter notre rythme. On était au jeu au sol, on a fait un peu plus de passes cette fois-ci là, pour Justin Herbert dans ce match. Et on est allé dominer notre adversaire. Donc vraiment, là, je pense que les Chargers, je leur avais donné, là, si je regarde ma feuille, là, une fiche de 9 victoires et 8 défaites environ, ou tout près de 10 victoires. Ça va être... on va s'approcher du 10 victoires et facilement du deuxième rang là, dans cette division si on continue à bien jouer. La défensive est beaucoup plus solide qu'elle l'était avec l'ancien entraîneur. On sent qu'Arba a amené un peu de sérieux, un peu de rudesse dans cette équipe et ça fait la différence. Et là, avec le jeu au sol, on enlève beaucoup de pression à Justin Herbert et je suis convaincu que lorsqu'on va affronter des équipes peut-être un peu plus fortes, Herbert va être capable de lancer plus souvent le ballon et de repérer ses receveurs. Faut pas oublier que les Chargers ont un calendrier très facile. Il n'y a pas d'adversaire là, énormément redoutable. Donc, on a l'avantage au niveau du calendrier comparativement à d'autres équipes dans l'américaine. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour les Chargers. Autre match qui était super impressionnant, surtout pour le résultat, les Saints contre les Cowboys. Qu'est-ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans, là, vraiment, là, avec Dak, Alvin Kamara, on est vraiment spectaculaire. On ne demande pas à Derek Carr de lancer 40 ballons, là, comme on était habitué de faire dans les dernières années, que ce soit à Vegas ou à Oakland ou maintenant là, à la Nouvelle-Orléans. J'avais prédit l'année dernière que les Saints pourraient être une des équipes surprises. Finalement, je me suis trompé d'une année. C'est cette année qui sont définitivement là, les joueurs à surveiller. Là, c'est l'équipe, la surprise pour l'instant dans la division de la nationale. C'est vraiment très spectaculaire. On n'a pas fait... je pense qu'il y a eu 15 ou 14-15 séquences offensives. On a toujours terminé avec des points. C'est extrêmement difficile à réaliser dans la NFL. Même les Chiefs n'ont pas réussi à faire cet exploit. Donc vraiment, c'est tout à l'honneur des Saints. La semaine prochaine contre les Eagles, je crois, ça va être peut-être un peu plus difficile. Je pense que les Eagles ont définitivement une meilleure défensive que celle des Cowboys. Les Cowboys, ça commence à
je commence à me poser des questions. Là. Contre le jeu au sol, on a peut-être un peu plus de difficultés que l'on croit. On a toujours eu des bonnes défensives avec les Cowboys. Est-ce que cette année, on a une aussi bonne défensive? Je ne suis pas sûr. On a définitivement des bons joueurs vedettes en défensive, des Micah Parsons, des Trevon Diggs qui attirent les projecteurs, mais au niveau des résultats, c'est peut-être plus difficile en équipe et on semble avoir des faiblesses au niveau de la défensive. Et là, ça pourrait être surprenant parce que là, les Cowboys, leur prochain adversaire, c'est contre les Ravens de Baltimore. Et on sait que si on a eu de la difficulté contre les Saints au niveau du sol, on n'a pas été capable d'arrêter Alvin Kamara, ben là, on va avoir tout un cauchemar la fin de semaine prochaine alors qu'on affronte les Ravens. On a Lamar Jackson à surveiller et Derrick Henry. Même si Derrick Henry n'a pas eu le début de saison espéré, ça reste que on a 2 joueurs en vedette à surveiller qui peuvent nous surprendre avec des courses très impressionnantes. Donc ça, définitivement, les Saints, ça va être à surveiller. Et pas les Stars, mais les Cowboys, pas les Stars de Dallas, on parle au football, les Cowboys de Dallas vont devoir surveiller les Ravens. Bon, là, vous voyez, j'ai mon chandail des Bucks. C'est pour Baker Mayfield. Baker Mayfield connaît toute une saison. Est-ce que c'est le prochain MVP? À le voir aller là, contre les Lions en fin de semaine, on pourrait assurément dire qu'il fait partie de l'élite. Je ne suis pas sûr qu'il est encore un top 5 comme corps arrière de la NFL, mais il donne tout un spectacle, sa combativité, et vraiment, il aide les Bucks cette année à remporter des matchs. Et c'est ça qu'on attendait d'un choix qui a été repêché au tout premier rang de la NFL. Vraiment, on avait l'impression que c'était pas Baker Mayfield, mais Tom Brady qui était sur le terrain là, pour Tampa Bay. A réalisé, je pense, 7-8 passes consécutives à Chris Godwin au début du match. C'était vraiment spectaculaire. Va chercher le premier essai avec ses jambes aussi. Les Lions avaient l'impression qu'ils avaient sous-estimé la performance de Baker Mayfield. Je pense que tout le monde avait sous-estimé sa performance, ses habiletés. On pense souvent que c'est le genre de corps arrière qui va rester dans sa pochette, pas nécessairement avec un gros gabarit, mais il est toujours prêt à aller chercher, à plonger par en avant pour aller chercher des verges supplémentaires, à ramasser, à prendre le contact, à aller chercher. On dirait qu'il est motivé avec cet aspect-là de son physique. Et c'est vraiment très spectaculaire, très divertissant à aller voir. Fin de semaine prochaine, si vous n'avez rien à faire, et regardez le match des Buccaneers de Tampa Bay, ça risque d'être encore une fois spectaculaire. Si Baker Mayfield continue à lever son jeu d'un cran comme il le fait depuis le début de la saison, c'est tout un spectacle pour le corps arrière qui a été plus souvent qu'autrement, je dirais, critiqué là, par son organisation, par les partisans. On s'attendait à ce que Baker Mayfield soit la 8e merveille du monde. Finalement, on commence à avoir tout un joueur devant nous. Des fois, il faut laisser le temps aux joueurs d'avoir une certaine maturité. Hein. On demande à nos corps arrière de la NFL à 21-22 ans d'être l'image de la concession, d'être le meilleur joueur sur le terrain, d'être le joueur le plus disponible pour les médias, d'avoir... On demande à ce que notre corps arrière d'une organisation de la NFL soit parfait. Des fois, ça prend du temps à réaliser que faut se concentrer sur le jeu. Et je pense que c'est tout à l'avantage de Baker Mayfield et des Buccaneers de Tampa Bay qui l'ont signé pour une aubaine à voir les nouveaux contrats de la NFL maintenant. Donc, vraiment bravo et je suis très content de voir Baker Mayfield, qui a été longuement critiqué dans les dernières années, avoir du succès à Tampa Bay. Cette division-là, à l'exception des Panthers, la Caroline, elle est plus intéressante que l'on aurait pensé avec justement les Saints, là, les Buccaneers et les Falcons qui ont quand même beaucoup de talent là, dans la formation. Donc, ça va être très divertissant jusqu'à la fin de l'année. Le dernier match que j'ai laissé que j'ai mis sur ma liste, c'est la belle victoire des Vikings. Sam Darnold, je vous l'avais mentionné,
c'est un bon corps arrière. Il avait connu beaucoup de succès avec les 49ers dans un bon système de jeu. Lorsqu'on lui donne des armes offensives, il est capable de distribuer le ballon. C'est ce qu'il fait avec Minnesota. Et lorsqu'il affrontait les 49ers en fin de semaine, il semblait vraiment être dans une bonne posture au niveau mental, au niveau physique. Et j'ai adoré de le voir performer à cette hauteur. Le match victoire de 23-17, même que les 49ers ne ressemblaient pas du tout là, à les 49ers qu'on avait été habitués. Là, on sentait qu'on avait été déstabilisé par l'équipe des Vikings, la préparation des Vikings. On se rappelle du jeu avec Justin Jefferson, un touché de 97 verges, incroyable. Surtout pour les propriétaires de Fantasy Football. J'espère que vous avez apprécié ce jeu de 18 points, 17 points Fantasy en 5 secondes. Donc, vraiment, ça vous a peut-être aidé à remporter votre semaine cette semaine. Donc, vraiment bien joué de la part de Sam Darnold. Les Vikings, je vous l'avais dit au début de la saison, là, c'est une division qui est tellement relevée. Il suffit qu'il y ait une blessure. Là, on a un Amari St. Brown qui semble avoir de jouer sur une jambe avec sa cheville. Il a mangé un bon coup là, lors du match en fin de semaine. On savait qu'il n'était pas nécessairement à 100%, on dirait, là, avant la deuxième rencontre. Là, les Bears qui ont un Caleb Williams qui est peut-être moins dominant que les plus optimistes, donc un peu plus normal comme développement. On a les Packers que Jordan Love est blessé. Finalement, les Vikings sont bien, là, sont très bien avec une victoire, avec 2 victoires là, en 2 semaines. C'est la première fois depuis bien des années que les Vikings commencent l'année avec 2 victoires. Je pense que c'était jamais arrivé sous l'ère de Kirk Cousins. Donc vraiment, bravo à Sam Darnold, bravo à la formation de Minnesota qui réussit à garder son équipe dans le match semaine après semaine. Et c'était pas facile d'aller remporter le match là, contre les 49ers de San Francisco. On sait, hein, ça fait partie de l'élite. Et encore une fois, j'ai que des bons mots pour l'organisation des Vikings. Cette fois-ci, on a gagné avec moins d'Aaron Jones et plus de Sam Darnold. Donc, on est capable de gagner de plusieurs manières et c'est ça qui est intéressant. Naturellement, c'est un balado. Fanball est un balado de fantasy football. Donc, je dois vous parler de quelques transactions que vous pouvez faire là, pour cette semaine. C'est une très bonne semaine personnelle, contrairement à la première semaine. J'ai réussi à rebondir et retrouver le chemin de la victoire, entre autres pour le balado et le fantasy football des podcasters organisés par les gars de Trop Fort pour la Ligue. J'ai remporté ma 2e semaine, donc je me retrouve avec une fiche de 500. Bien content de retrouver là, cette fiche de 500. Mais bon, Cooper Kupp blessé, Puka Nacua blessé, Christian McCaffrey blessé. Ça me rappelle, à chaque année, on est toujours surpris du nombre de blessures. Ça ne fait pas exception. Je vous l'ai mentionné. On peut perdre un match on peut perdre notre fantasy football avec un mauvais repêchage. On ne peut pas le gagner parce qu'on n'est jamais à l'abri des blessures. Je connais une personne qui a Puka Nacua dans son pool et Christian McCaffrey. Donc, automatiquement, on se retrouve à perdre nos 2 premiers choix au repêchage. C'est plus difficile. Il faut se maintenir dans ce cas-ci. On ne peut pas aspirer à finir premier dans notre fantasy football. Il faut descendre nos attentes, essayer d'aller participer aux éliminatoires et avoir un renfort en milieu, fin de saison avec nos joueurs vedettes qui reviennent dans la formation pour un second souffle et peut-être causer des surprises lors des éliminatoires. Pour l'instant, Christian McCaffrey va manquer, on parle de 6-7 semaines d'activité. Puka Nacua, scénario similaire. Cooper Kupp également là, blessé. Là, on est à l'étape d'aller chercher des remplaçants. On est à l'étape d'aller chercher des plans B, des plans C. J'espère que vous avez de la profondeur à ces positions. C'est pour cette raison que j'ai toujours la tendance à repêcher mon corps arrière un peu plus loin pour me donner une chance que si j'ai une blessure, ben, j'ai un peu plus de profondeur. J'ai noté quelques joueurs qui pourraient être intéressants. Position d'ailier rapproché, on a bien sûr Hunter Henry, qui est pas là, qui a connu une 2e semaine incroyable, mais c'est une machine à toucher. Hein. C'est une des seules cibles qui est des Patriotes dans la zone payante que l'on sait année après année qu'il va être visé.
c'est pas nécessairement le joueur qui va aller chercher des semaines comme cette semaine de 26 points, 30 points, là, je sais pas, 2 touchés, incroyable, une dizaine de réceptions. C'est le genre de joueur qui va aller chercher 2-3 réceptions, mais assurément, il va avoir la chance de rajouter un touché. Donc, ça peut être une option. Surtout que la position d'ailier rapproché pour l'instant, il n'y en a pas personne là, qui connaît des matchs de 15-20 points. Donc, si on va chercher un 4-5 points, peut-être des fois 10 points, on est dans la partie, on ne perd pas notre match à cause de cette position-là. Les autres receveurs que j'ai mis, là, c'est des positions receveurs éloignés. C'est les remplaçants des Rams, entre autres, Jordan Whittington et Tyler Johnson. J'irais avec Whittington si j'avais le choix entre les deux. Je pense qu'en pré-saison, il avait été un peu plus favori là, pour Matthew Stafford. C'est juste qu'il n'avait pas eu la chance de se faire valoir en raison de Cooper Kupp, en raison de Puka Nacua. Là, avec la blessure des deux, j'ai eu l'impression que ça va être lui qui va tomber numéro 1. Même si Johnson a peut-être un peu plus d'expérience. On a aussi Tutu Atwell qui a un peu plus d'expérience. Mais j'ai l'impression que Whittington, ça serait le genre de joueur qui pourrait avoir une chimie avec Matthew Stafford. Donc, je l'ai mis sur ma liste. Ça va être le genre de gars que je vais aller chercher dans mon fantasy football pour mettre sur mon banc peut-être la première semaine, à moins que je sois vraiment mal pris, que je dois le faire partir. Mais pour l'instant, moi, ça va quand même bien. Là. Je touche du bois là, pour mon fantasy football. Mais pour ceux qui ont un peu plus de blessures, on panique pas. Là. On est à la semaine 2, on s'en va pour la semaine numéro 3. Commencez pas à échanger vos autres bons joueurs pour aller chercher un peu plus de profondeur. Pour l'instant, vos joueurs vedettes vont revenir dans 4-5 semaines. Et si vous arrivez avec une fiche de 2 victoires, 3 défaites dans les 5 prochaines semaines, vous êtes encore dans la partie là, pour accéder à vos éliminatoires. Souvent, dans les poules de 12, c'est les 8 premiers. Donc, on peut avoir une fiche perdante et accéder aux éliminatoires. Dans les poules de 10, c'est souvent les 6 ou 8 premiers, donc c'est un peu le même scénario. C'est seulement dans les poules où on est 8, là que c'est peut-être un peu plus difficile, parce que des fois, c'est seulement les 4 premiers qui font les éliminatoires. Et c'est sûr que si on est en 0-5 avant le retour de Christian McCaffrey, on peut se poser des questions. Mais ne paniquez pas, ce serait mon conseil à vous donner. Soyez vigilants au niveau des agents libres. Il y a certains joueurs, là, on commence à tomber dans les semaines des bails, des congés forcés. Il va y avoir de vos adversaires qui vont être obligés de laisser aller quelques joueurs pour une nouvelle défensive, un nouveau corps arrière temporaire pour une semaine. Peut-être aller récupérer là, le joueur qui va laisser tomber, donc pour égaliser un peu votre formation et vos équipes dans votre fantasy football. Donc, soyez vigilants et essayez d'être un peu plus actifs au niveau des agents libres, mais surtout, ne pas paniquer. Bon, je voulais terminer l'émission en vous parlant justement de mon favori là, au niveau du MVP après 2 matchs, 2 semaines, qui l'aurait dit. Kyler Murray, corps arrière des Cards de l'Arizona, spectaculaire. On a retrouvé le Kyler Murray avant sa blessure, capable de se faufiler. Là. Toujours spectaculaire lorsqu'il y a de la pression. Là. Pivote à gauche, pivote à droite. On dirait qu'il fait une centaine de pas pendant qu'un joueur de format normal en réalise 3-4. Il est tellement rapide avec ses jambes. Et il va souvent chercher quelques verges supplémentaires avec ses jambes. Et là, avec sa connexion avec ses receveurs de passe, on a compris, Marvin Harrison Jr. est extrêmement rapide sur un terrain de la NFL. Si Kyler Murray peut continuer à le repérer dans les zones profondes, je pense que ce duo peut faire des flamèches. On a un bon jeu au sol avec James Conner. On a toujours l'ailier rapproché McBride. Donc, on a quand même une attaque qui est surprenante. Je les avais mis 3e dans cette division-là, pas trop loin derrière les Rams. Là, avec les blessures des Rams, j'ai l'impression que les Cards ont une chance de terminer 2e et peut-être brouiller les cartes dans la course aux séries. Donc, pourquoi pas, avec un Kyler Murray en pleine forme, je pense que tout est possible pour les partisans des Cards. Voilà ce qui met fin à cette émission Fanball, épisode déjà numéro 7. Numéro 8 même de la saison 2024. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez plus de contenu, là, allez nous suivre sur Instagram, TikTok maintenant. On a notre page YouTube. Allez suivre la page. C'est toujours
un peu notre pain, notre beurre de voir les petites mentions j'aime, nos petits follow là, sur ces pages. Merci à Gabriel Fournier là, pour les idées de sujets là, cette semaine. Même chose pour Myriam Lesage-Vachon là, pour le petit montage vidéo là, pour l'habillage, que je devrais dire, là, sur YouTube. Donc, je vous souhaite de passer une excellente semaine, mais surtout, bon football. Et tenez bon, les propriétaires de McCaffrey, Nakua, Cup et compagnie. La saison est longue. Vous avez une chance de rebondir. Bonne semaine.